Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau thread Reddit. Aujourd'hui je vous amène donc 3 histoires, mais avant que cette vidéo commence, vous le savez, elle est sponsorisée par Surfshark. Pour ceux qui ne connaissent pas, Surfshark est donc un VPN qui permet de changer la localisation de votre appareil pour vous situer dans un autre pays. Vous l'avez sous forme d'extension sur votre navigateur, mais également sous forme d'application sur votre appareil. Et c'est super pratique, comme je vous ai dit, pour accéder à du contenu que de base vous ne pouvez pas accéder en France. Je sais que moi habituellement quand je veux regarder une émission du Brésil ou d'un autre pays, ça me met très vite un petit message en disant ce contenu n'est pas disponible dans votre pays, et du coup vous avez juste à changer la localisation et choisir le pays que vous souhaitez, et ça marche tout et n'importe quoi, que ce soit des sites tels que Netflix, Amazon Prime, mais aussi si vous voulez réserver un voyage par exemple ou acheter des billets d'avion. Si vous vous situez dans un autre pays, les billets vont être moins chers. Énorme point positif avec Surfshark, c'est que vous payez une seule fois et vous pouvez l'utiliser sur le nombre d'appareils que vous voulez. Donc moi par exemple je l'ai sur le Mac, le iMac, l'iPad, l'iPhone, et également l'iPhone à mon copain. Un seul abonnement pour le nombre d'appareils que vous désirez. Ce VPN va aussi protéger votre ordinateur quand vous l'utilisez dans un réseau Wi-Fi public, donc vous allez être en sécurité. Il va venir crypter vos données. Si vous voulez tester ce VPN, si vous voulez tester Surfshark, je vous laisse mon code promo qui s'affiche juste sur l'écran. Vous avez 83% de réduction avec, mais aussi 3 mois supplémentaires gratuits. Et bien sûr Surfshark vous offre également une garantie remboursée de 30 jours. Donc vous pouvez tester pendant 30 jours et si ça vous plaît pas, vous pouvez arrêter et vous vous faites donc rembourser. Vous avez toutes les informations qui s'affichent sur l'écran et également dans la description. Il y a un petit lien, tout ça. Et on va donc attaquer ce thread Reddit. Abonnez-vous, c'est pas encore le cas aussi, très important. Et c'est parti. La première histoire, dès que je vais vous dire le titre, vous allez comprendre pourquoi je vous la raconte, puisqu'elle s'appelle « Ce n'est pas mon chat qui miaule à ma porte ». Donc Alexia, elle nous met un peu dans le contexte avec son histoire en disant « Mon chat aime sortir tous les jours. Le matin, il nous suit jusqu'à la porte, prend l'ascenseur avec nous, puis passe sa journée à l'extérieur jusqu'à que nous le ramenions le soir. » Mais elle va dire que son chat, c'est pas le chat le plus ponctuel du quartier, puisque des fois, quand il rentre le soir, son chat est pas là, et des fois, il rentre que le lendemain, tout comme des fois, il décide de rentrer plus tôt, mais ni elle ni son copain sont là puisqu'ils sont au travail. Et elle va dire que du coup la stratégie du chat pour faire comprendre qu'il veut rentrer, c'est qu'il se met en dessous de leur balcon et il miaule jusqu'à la mort pour comprendre qu'il est là. Mais elle va dire que ce qui se passait, c'est que le chat du coup il miaulait jusqu'à la mort en bas du balcon et que ça saoulait un petit peu les voisins. Et du coup Alexia a décidé tout simplement de donner les clés de son appartement à certains des voisins. Déjà l'histoire ça commence un peu mal à partir de là, mais de ce que j'ai compris, Alexia elle habite dans un immeuble qui a l'air d'être un immeuble assez luxueux, puisqu'il y a 2 entrées différentes pour entrer dans son appart. Soit tu prends les escaliers principaux et tu arrives dans son couloir, soit tu peux prendre l'ascenseur, ascenseur qui donne directement dans son appartement. Elle va dire qu'il y a seulement 2 voisins qui ont la clé de son appart et que les autres, ben, des fois ils laissent juste le chat rentrer dans le hall pour qu'il attrape pas froid et que du coup le chat attend devant la porte gentiment. Cet appartement n'est pas l'appartement à Alexia, c'est l'appartement à ses parents où Alexia habite dedans avec également son petit ami. Et le week-end généralement, ben, ses parents ils partent faire des activités, donc ils ont le week-end l'appart que pour eux, donc c'est super parce qu'Alexia et son copain peuvent profiter de faire venir des potes, faire des barbecues, profiter de la terrasse, tout ça. Et elle va raconter ce qui s'est passé le soir en question. Elle était tranquillement chez elle, c'était environ 23 h, son petit ami n'était pas là et elle entend miauler devant sa porte. Donc elle s'est dit c'est bizarre, j'ai pas entendu mon chat miauler pour qu'elle aille l'ouvrir, mais peut-être que quelqu'un l'a laissé rentrer et son chat est donc devant sa porte comme d'habitude. Elle prend ses clés, elle commence à ouvrir la première serrure et puis il y en a une deuxième, mais à ce moment elle entend que son chat ne miaule plus et elle fait une petite pause et elle trouve ça très bizarre parce que son chat normalement il miaule sans cesse comme je vous ai dit. Donc elle fait une pause pour essayer d'entendre parce qu'elle trouve ça très étrange et là elle entend un miaulement à nouveau, mais elle se rend compte que ce n'est pas le miaulement de son chat. Elle est là de l'autre côté de la porte, elle attend que son chat miaule à nouveau et à ce moment là ça commence à gratter sur sa porte et elle va trouver ça encore plus bizarre parce que son chat ne gratte jamais. Elle a ce chat depuis 5 ans, elle sait comment il miaule, elle sait qu'il gratte pas.
donc elle ne comprend pas. Mais le chat miaule de plus en plus fort et elle veut pas déranger les voisins. Elle se dit que c'est peut-être un autre chat qui a besoin d'aide, donc elle va pour ouvrir et entre deux miaulements, elle entend une toux, donc quelqu'un qui tousse. Et elle a un Judas, elle va dire qu'en 21 ans, elle a dû utiliser ce Judas seulement 5-6 fois, mais cette fois-ci, elle va donc regarder, elle va voir un homme de l'autre côté de la porte, accroupi par terre. Je suis restée là pétrifiée pendant ce qui m'a semblé être 1 heure. Je ne sais pas vraiment combien de temps il m'a fallu pour bouger à nouveau, mais finalement, mon corps a repris le dessus. J'ai fait ce que vous attendiez, j'ai couru chercher mon téléphone, je me suis tenue dans le coin du salon et j'ai appelé la police. Au moment où ils sont arrivés, il n'y avait personne devant ma porte. Bien sûr, c'était déjà trop tard. Je me souviens même plus quand les miaulements ont cessé. Ils ont juste pris mon témoignage avant de me dire d'être prudent et ils sont partis. Elle va dire que à ce jour, elle ne sait toujours pas qu'est-ce que cet homme voulait de l'autre côté de la porte et surtout comment il rentrait dans l'immeuble, parce qu'elle dit qu'il fallait 2 badges différents et qu'en plus c'était pas le couloir le plus simple là où elle habitait, donc c'était vraiment très étrange qu'ils soient allés directement devant sa porte. Mais moi personnellement je ne trouve pas ça du tout étrange, parce que s'il était devant sa porte en train d'imiter le miaulement d'un chat, c'est que le mec il avait tout prévu. Et elle dit que depuis son chat est rentré, tout va bien, qu'elle continue avec la même méthode, et je trouve ça super inquiétant parce que cet homme il peut très bien enregistrer le vrai miaulement de son chat, l'imiter, le rejouer pour rentrer dans son appartement et va faire je ne sais quoi, parce qu'on ne sait pas quelles étaient ses intentions, mais elle n'était sûrement pas bonne. On passe à la deuxième histoire, et la troisième histoire va être une histoire un peu plus longue, beaucoup plus longue, elle fait quasiment la moitié du script, juste la dernière histoire. Mais on passe à la deuxième histoire qui s'appelle « Je sais que tu n'es pas au téléphone ». Et je pense que cette histoire, si vous êtes un peu branché les histoires de crimes, de disparition, si vous avez l'habitude de regarder Liv, Max Sky, Victoria Charlton, je pense que vous avez déjà entendu parler. Pas celui-là, mais un cas qui fait penser. Mais je vais vous raconter donc l'histoire de Anaëlle. J'ai actuellement 21 ans et cela m'est arrivé il y a environ 6 ans quand j'avais 15 ans. Anaëlle, elle dit qu'elle vient d'une ville très petite, la ville où tout le monde fait confiance à tout le monde, où il se passe jamais rien, et qu'ils n'étaient pas plus de 120 élèves dans leur collège, pour que vous ayez une idée, et que du coup les parents avaient l'habitude de laisser les enfants sortir, jouer, aller, venir, sans vraiment poser des questions aux enfants. Voilà, ils faisaient leur vie et puis tant qu'ils rentraient avant qu'il fasse nuit, tout allait bien. Anaëlle, elle va raconter que ce week-end-là, il y avait une copine à elle qui était venue, donc elle habite dans une autre ville, et elle était venue passer le week-end, et elles ont donc passé le week-end tranquillement, tout s'est bien passé, et puis on était dimanche, c'était le jour où sa copine devait partir, et elles ont décidé d'aller faire une petite balade de dernier moment où elles allaient se balader un peu dans les bois. J'ai suggéré que nous allions vers les voies ferrées parce qu'il y avait un truc cool à faire, une falaise, un viaduc, et on pouvait s'asseoir, regarder la rivière et faire des photos. Cette photo, c'est une photo de Anaëlle, c'est une photo du jour en question. J'étais déjà allée plusieurs fois sur la voie ferrée avec mes amis et les gens de mon âge, ils traînaient tout le temps là-bas. C'était au début du mois de mars, il faisait donc assez froid où j'habitais. Même s'il faisait frais, je me souviens que je portais des tongs pour une raison quelconque. Tongs en mois de mars pour aller marcher dans le bois, c'est la pire idée possible. Elle va dire que c'était assez facile d'accéder aux voies ferrées, c'est pas comme si elles avaient marché au milieu de nulle part, puisque au coin de rue où elle habite, il y a la voie ferrée en question, ils ont juste à marcher sur le côté et ensuite ça arrive à un endroit désaffecté où il y a vraiment plus de train, et là t'es vraiment un peu dans le bois abandonné. Pendant qu'elles marchaient, elles vont croiser très peu de personnes, mais elles vont croiser un monsieur, donc une personne âgée qui marchait tout seul et qui était au téléphone. Il marchait assez doucement, donc elles ont fini par le dépasser, mais après 5 minutes de marche, elles se sont rendues compte que cet homme était toujours en train de marcher derrière elles, alors qu'elles ont pris un chemin assez différent que les chemins que les gens prennent habituellement. Mais elles se sont dit pas de quoi paniquer, il va sûrement chercher peut-être sa petite fille à un endroit en question, mais elles vont se rendre compte que l'homme marche de plus en plus rapidement et qu'à chaque fois qu'elle se retourne en arrière, il les regarde avec un regard très noir et très insistant. Il n'est pas continuellement en mouvement, c'est plutôt comme si nous le remarquions immobile, en train de faire n'importe quoi. Si on s'arrêtait pour faire des photos à un endroit, il s'arrêtait aussi. Si on se remettait à marcher, il se remettait à marcher aussi. Il se tenait encore plus près de nous qu'il était auparavant. Il est assez près pour qu'on puisse clairement distinguer son visage. Elles arrivent à l'endroit où elles voulaient y aller de base, donc c'est cette sorte de viaduc. C'est comme un pont suspendu où les trains passaient avant, mais il n'y a plus de trains qui passent, il y a juste les rails. Elles voient que l'homme continue à les suivre. Donc là, elles commencent vraiment à paniquer. Elles se rendent compte qu'elles sont littéralement toutes seules. Elles avaient un espoir qu'à cet endroit, il y ait d'autres personnes de leur âge, mais il n'y avait personne, c'était le mois de mars.
il faisait froid, il faisait pas très beau et là elle commence à se sentir réellement en danger. Je décide que ça serait une bonne idée de sortir mon téléphone et de faire semblant de parler à ma mère alors que nous décidons de faire demi-tour. Je dis des choses comme: ouais, nous sommes sur les pistes, tu sais, les rails, on va rentrer bientôt, tu nous attends au croisement. Pour clairement faire comprendre à cet homme qu'elles n'étaient pas toutes seules, que s'il leur arrivait quelque chose, il y avait des gens qui savaient où elles étaient. Clairement la technique que tout le monde fait quand tu te sens en danger. Prends ton téléphone et tu fais genre qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Je pense que vous connaissez. Si vous connaissez pas, tant mieux, vous n'avez jamais eu le sentiment d'être en danger, vous avez de la chance. Sauf que le truc c'est que elles sont en train de revenir comme ça du pont et lui il est en train de marcher comme ça. Et là, Anaëlle, elle est au téléphone et l'homme va les regarder et il va leur dire: je sais que tu n'es pas au téléphone. Elle va dire que son sang il va se glacer parce que jusqu'à présent elle le voyait comme une menace, mais c'était dans le truc où peut-être tu te fais des films parce qu'il a rien fait de vraiment dangereux à part avoir marché dans la même direction qu'elle. Mais là le fait qu'ils disent je sais que tu n'es pas au téléphone, ça veut clairement dire qu'il a compris ce qu'elle cherchait à faire. Dès que mon cerveau a enregistré ce qu'il a dit, mon amie et moi avons couru pour sauver nos vies. Elle va dire qu'elle a couru tellement vite que sa claquette, elle a fini par se casser malgré le fait que c'était des Havaianas, source sûre normalement. Et elle va dire qu'elle avait les pieds presque en sang quand elle est arrivée. Mais elle va surtout dire qu'elle était tellement paniquée qu'elle s'est pas retournée une seule fois par peur que cet homme soit derrière. Et quand elles vont s'arrêter finalement, sa copine va dire qu'elle, elle s'est retournée et que l'homme à aucun moment n'a cherché à les rattraper. Il est juste resté comme ça et il les regardait avec un sourire en coin. Anaëlle, elle a pris le temps d'appeler sa mère et sa mère en 2 minutes elle était là parce qu'elle était en train de sortir du travail. Oui, c'est dimanche mais sa mère elle travaille dans un hôpital donc elle bossait le dimanche. Elle va dire qu'elle a tout raconté à sa mère. Elles ont été au poste de police, elles ont raconté ce qui s'est passé et elle va dire que là 6 ans après, elles n'ont jamais su qui était cet homme et quelles étaient ses intentions parce que la police n'a jamais réussi à le retrouver. Et cette histoire, elle est horrible parce que quand je lisais ce thread Reddit, j'étais là, mais ça me dit grave un truc. Et je sais pas si vous pensez à la même chose que moi, mais ça m'a direct fait penser à l'histoire des 2 petites filles qui sont allées se promener dans les bois sur des voies ferrées et qui ont littéralement disparu. C'était le 13 février 2017. C'était le cas de Liberty German de 14 ans et Abigail Williams de 13 ans. Elles étaient en train de faire de la randonnée sur le Delphi Historic Trail et elles ont été portées disparues après que les parents ne les ont pas revues. Elles devaient juste aller se balader dans les bois pour aller faire des photos et elles ne sont pas rentrées et elles ont été retrouvées toutes les 2 décédées le lendemain. Quelques jours après la mort des 2 petites filles, la police ont publié des photos qu'ils ont retrouvées sur le téléphone des filles en question et c'était cette photo que vous voyez sur l'écran. Donc c'est quasiment sûr que si elles ont pris ces photos en question, c'est qu'elles se sont senties en danger par cet homme, donc soit dans le but de laisser un indice, soit c'était une photo qui a été prise pour peut-être l'envoyer à sa mère et dire cet homme nous suit, je ne sais pas. Il y a également une vidéo qui a été retrouvée sur le téléphone d'une des filles et dans la vidéo on entend l'homme dire en bas de la colline, donc comme s'il leur donnait un ordre ou comme s'il parlait à quelqu'un d'autre, on l'a jamais su. Le 26 octobre 2022, donc dites-vous ça s'est passé en 2017, en 2022 il y a un homme qui a été placé en garde à vue et a comparu devant le tribunal étant le principal suspect de cette affaire, donc c'est très flou, il y a très peu d'informations là-dessus, mais en tout cas il a été inculpé de 2 chefs de meurtre dans cette affaire. Il a plaidé non coupable et son procès doit commencer en mars de 2023, donc de cette année, mais je n'ai pas vu d'update. Il avait été interrogé par la police en 2017 et il a déclaré qu'il était sur la piste cet après-midi pendant environ 2 heures. Il a dit aussi qu'il portait un jean et une veste noire ou bleue qui se rappelait pas trop et qu'il était là pour regarder les poissons. Je me suis renseignée pour voir si les 2 histoires étaient au même endroit. Je me suis dit peut-être que ces filles-là ont croisé le même mec, mais c'est pas du tout dans le même état, ça n'a rien à voir, mais c'est horrible de se dire qu'elles ont vécu sûrement la même chose, mais elles ont eu la chance de survivre. Mais en tout cas, Liberty et Abigail n'ont pas eu cette chance. C'est pour ça que cette histoire, elle m'a vraiment fait froid dans le dos et je voulais vraiment vous l'amener. On passe donc à la 3e histoire qui s'appelle Mes voisins plus qu'étranges. Et là, ça va partir dans un délire vraiment. On va parler de secte, de choses très voilà. Et Inès, elle a 28 ans au moment où elle écrit ce thread. Je vis dans mon appartement depuis 4 ans. Mes voisins d'en haut sont un couple dans la trentaine qui habite ici depuis 3 ans. Il n'y a jamais eu aucun problème entre nous. Mais voilà qu'au cours des 6 derniers mois, j'ai remarqué des changements dans leur comportement. Au début, c'était juste quelques jours par semaine. J'entendais de la musique avec des basses lourdes accompagnées des sauts très rythmiques.
J'ai supposé qu'ils avaient acheté un vélo d'exercice ou quelque chose comme ça. Mais parfois, les sauts deviennent si intenses qu'ils secouent mes plafonds. Elle va dire que cette routine de musique s'est intensifiée. Savoir, Inès, elle travaille depuis chez elle la plupart du temps, donc elle est assez souvent chez elle. Il y a environ 3 semaines, tout a dégénéré. Plusieurs fois par semaine, que ce soit en semaine et pendant les heures de travail, on dirait qu'ils organisaient un mini-événement dans l'appartement. La musique était si forte que j'ai l'impression d'être en concert en étant assise dans mon salon. Il y a clairement beaucoup de personnes impliquées parce que les sauts secouent plusieurs luminaires et armoires de chez moi. Elle veut dire que la musique, c'était une musique très étrange, avec des rythmes très bizarres et avec des paroles aussi qui faisaient peur, dans le sens où elle entendait des phrases qui disaient « renommez-vous, abandonnez-vous, lâchez prise » et tout le monde répétait et applaudissait en même temps. J'ai pris des enregistrements audio sur mon téléphone et une vidéo du couloir pendant ces événements. Je me suis toujours pas plainte auprès du bâtiment, mais je voulais des preuves au cas où cela deviendrait une chose courante. Sauf que voilà, un beau jour, Inès, elle rentre de ses vacances, elle était partie 3 jours, et quand elle est rentrée dans sa chambre et qu'elle a regardé son plafond était en train de s'effriter, il était littéralement en train de tomber. Et il se trouve qu'au-dessus de la chambre de Inès, c'est une sorte de terrasse privée que les voisins d'en haut ils ont. Des gros morceaux de plâtre étaient tombés au sol et j'ai vu un peu d'eau. J'ai immédiatement appelé mon propriétaire car je ne veux pas être enterrée vivante sous les décombres de mon plafond. Quand il est venu vérifier, il était très choqué et énervé. Il a dit que la femme du couple semble travailler avec certaines personnes en organisant des ateliers ou quelque chose du genre. Il peut voir leur patio depuis la fenêtre de son appartement. Il va dire qu'il les a vus danser en faisant des sauts assez bizarres, en tournant et en jetant de la saleté par terre. Donc il dit que c'était comme c'était de la boue. C'est sûrement pour ça que le toit de chez Inès a commencé à céder parce que l'humidité elle est passée à travers. Le propriétaire a donc décidé de monter en haut, de parler aux locataires d'au-dessus et Inès va dire que depuis chez elle, elle entendait clairement la conversation et elle entendait à quel point les locataires d'en haut étaient réticents au fait que le propriétaire aille voir ce qu'il y avait dans cette terrasse en question. Le propriétaire, quand il va descendre, il va dire que la conversion s'est plutôt bien passée, mais que par contre les locataires voulaient voir de leurs yeux qu'est-ce qui s'est passé dans l'appart de Inès. Mais le propriétaire, Thomas, va conseiller à Inès de ne pas les laisser rentrer. Donc Inès, elle va être un peu paniquée parce qu'elle s'est toujours bien entendue avec eux. Elle veut pas qu'ils croient qu'elle est en train de mentir. Et elle se dit, mais si je dois pas les laisser rentrer, est-ce qu'ils sont peut-être dangereux? Elle va dire qu'elle a continué à faire sa vie. Le lendemain, elle a été faire les courses. Et quand elle est rentrée des courses, la femme d'en haut, qui s'appelle Anaïs, était en bas, donc devant la porte du hall d'entrée. Et elle attendait comme ça. Donc Inès, elle passe, elle dit bonjour. La femme ne lui répond pas. Et le lendemain, pareil, quand elle rentre du travail, juste en bas, il y a la femme en question et également son copain qui la regarde comme ça et la même chose, elle dit bonsoir et ils ne la répondent pas. Sauf qu'Inès va se rendre compte que quand elle monte les escaliers, elle entend un bruit comme si elle était suivie et dès qu'elle déverrouille la porte de son appartement, elle voit qu'il y avait les 2 locataires d'en haut qui étaient derrière elle. Elle va dire qu'ils avaient des sourires super flippants, qu'ils avaient l'air d'être les personnes les plus faux culs au monde et qu'ils ont commencé à poser des questions en mode mais est-ce que votre plafond s'est vraiment effondré? C'est depuis quand, madame? Notre terrasse, nous, elle va très bien. Pourquoi vous, il y aurait un problème? Est-ce qu'on peut aller le voir? Et elle dit que c'était vraiment sur des tons un peu comme s'ils insinuaient qu'elle mentait. J'étais un peu mal à l'aise. Est-ce qu'ils m'attendaient dehors? Comment ont-ils su que j'avais même quitté le bâtiment? Pourquoi se tenaient-ils tous les deux là? Elle va leur expliquer que les dégâts sont bien réels, qu'elle est désolée pour le dérangement, mais qu'elle a envie que ce soit réparé avant l'hiver et qu'elle espère que tout va se faire très rapidement, que de toute façon, si tous les deux y coopèrent, ça va être rapide. Elle fait une pause dans le thread et elle va mettre des updates un peu à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Donc là, on est une semaine plus tard. Inès et son meilleur ami vont commencer à faire des recherches et il va lui envoyer un article en parlant d'une communauté de danse extatique. À la fois internationale et locale, le groupe international prévoit des événements au cours desquels toutes les cellules de l'organisation animent des séances de danse simultanément. Il dispose également d'une chaîne YouTube qui diffuse de la musique psytrance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'en ai écouté une partie et une voix off féminine répète plusieurs fois « Tu deviendras le maître du jeu, tu es le maître de ton jeu ». L'un des groupes locaux organise des événements de 3 jours qui coûtent plus de 400 € l'admission. La participation aux 3 jours est obligatoire. J'ai l'impression même qu'ils dorment tous sur place dans ce studio. La description de l'événement mentionne que tout commence par un rituel. Et l'adresse en question de ce studio était l'adresse de chez Inès. Donc ce groupe en question qui faisait des danses bizarres dans leur appartement, qui faisait payer 400 € l'admission de 3 jours, c'était les voisins d'au-dessus de Inès. Et son propriétaire va aussi lui apprendre que dans l'appartement, ils ont retrouvé des
plante médicinale. Je lui ai montré des nouvelles fissures dans le plafond de mon salon qui grossissaient et se multipliaient de jour en jour. Il m'a dit d'envoyer des vidéos de fissures à la direction de l'immeuble, mais la direction m'a suggéré de commencer par une note manuscrite à leur porte expliquant comment leurs comportements font des ravages dans ma vie perso. Donc c'est ce que Inès va faire, elle va écrire une lettre et bien sûr 90 minutes plus tard, les deux ont sonné chez elle pour la confronter. Et du coup, Anaïs va dire: tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre communication ouverte. C'est si important et si rare dans notre ville. Je voulais vous expliquer que cette danse en question, c'est pour ma santé mentale. Mais je danse seulement entre 30, 60, 90 minutes par jour. Donc je pense que c'est pas grand chose quand même. Inès, elle savait qu'elle mentait, donc elle a pas cherché à comprendre. Elle a dit: bah écoute, ce que vous faites, ça touche aussi à ma santé mentale parce que vous ne dansez pas 3 heures par jour, vous dansez 10 heures par jour, au point que ça traverse le plafond, que la boue, que l'eau, que les seaux, ça fissure mon plafond. C'est qu'il y a vraiment un problème et Inès, elle en pouvait plus de faire la gentille avec des gens qui font les gentils. Elle en avait clairement marre de la situation. Elles ont fini par discuter et Anaïs a dit que à partir de maintenant, quand elle ferait ses séances, elle la préviendrait par SMS avant pour qu'elle puisse s'organiser et basta. Mais voilà que quelques heures plus tard, le bruit a recommencé. Peu de temps après cette rencontre en personne, mon voisin a organisé une fête. J'ai entendu des gens dans la cage d'escalier qui semblaient ne pas connaître l'appartement. Une invitée s'est même présentée comme l'amie de quelqu'un d'autre qui avait été invité par sa cousine. Alors que la musique était beaucoup plus basse, le groupe a commencé à courir d'avant en arrière. Quelques heures plus tard, ça fait environ 8 heures que cette fête dure et Inès va dire qu'elle va les entendre chanter joyeux anniversaire, mais de la façon la plus flippante qu'elle n'a jamais entendue. Ils ont chanté d'une voix monocorde, il n'y avait pas d'applaudissements, d'acclamations ou de signes standards de joie. Après avoir chanté la chanson, ils ont commencé à marcher en avant et en arrière à nouveau. Inès, elle a tout filmé de ce qui s'est passé cette soirée-là. Elle a même filmé la confrontation qu'elle a eue avec ses voisins le lendemain. Ils ont dit qu'ils étaient seulement 4, mais elle avait plein d'images, plein de vidéos où elle dit qu'il y avait plus d'une quarantaine de personnes dans cet appartement en question. Et les propriétaires ont enfin décidé de prendre en considération toutes les vidéos, toutes les preuves qu'Inès, elle avait depuis tout ce temps. J'ai créé un dossier Google qui a divisé chaque catégorie, chaque date, chaque élément de preuve et j'ai envoyé. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que de base, dans ce thread Reddit, elle avait mis ce document Google, donc on avait accès à toutes les preuves et finalement, elle les a enlevées. Donc il y a des preuves qui sont encore dispo, mais ce document Google, il y est plus. Mais aujourd'hui, dimanche, donc il y a 5 mois, mes voisins organisent un énième rassemblement depuis 11h30. Alors que j'ai continué à rassembler mes preuves, j'ai décidé d'attendre jusqu'à demain pour vérifier avec la direction. Mais voilà qu'à 18 h, elle était chez elle, donc dans sa chambre, et elle a entendu la porte de son appartement s'ouvrir. Elle va dire que du moment où elle se lève, elle a juste vu une porte se refermer, donc la porte d'entrée se refermer, et elle a entendu des pas qui sont descendus dans l'immeuble. Quand elle a regardé par la fenêtre, elle n'a vu personne et elle n'a pas entendu quelqu'un remonter, donc elle ne sait pas qui était cette personne. Mais voilà que depuis, elle n'a plus jamais donné de nouvelles sur ce thread Reddit depuis 5 mois. Cette histoire, elle a beaucoup percé sur Reddit parce que c'est une histoire où on a eu des updates pendant 5 mois. Donc elle a vraiment commencé à tout raconter dès le début et elle mettait des updates, des vidéos, des preuves, un document Google Drive avec toutes les preuves. Et depuis 5 mois, plus aucune nouvelle d'Inès. Donc les gens se demandent, est-ce que peut-être il y a eu des poursuites judiciaires qui font qu'elle n'a plus le droit de se manifester, ou est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? On ne sait pas. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, laquelle des 3 histoires vous a fait le plus peur. N'oubliez pas également, vous avez toutes les informations Surfshark qui s'affichent sur l'écran et également dans la barre de description. Je vous laisse aller checker aussi les dernières vidéos qui sont sorties. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.